Pour ouvrir cette webconférence, je suis avec Sophie Margontier, responsable de l'ONEMEV, l'Observatoire national des emplois et métiers verts de l'économie verte au sein du CGDD, le Commissariat général au développement durable. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Cet événement consacré à l'adaptation de l'offre de formation aux enjeux de la transition écologique, Sophie Margontier, c'est le troisième volet d'une série de 5 webconférences. Alors oui, en effet, ce troisième volet s'inscrit dans un cycle de webconférences que nous avons construit avec France Stratégie, le CEREC, l'ADEME et l'ONEMEV, avec comme fil conducteur pour structurer ces 5 webinaires la question comment identifier et accompagner l'évolution des compétences en lien avec la transition écologique. Alors, pour nous, structure organisatrice et notamment pour l'ONEMEV qui, en tant qu'observatoire, il y a un enjeu d'éclairer par l'observation à travers ce cycle de webconférences et notamment de répondre aux besoins d'information et de données sur l'impact de la transition écologique, sur l'évolution des métiers, des compétences et de la formation en faisant notamment état des tentatives d'expérience et d'observation de mesures sur ces transformations. Donc, en fait, on a une volonté derrière ça de centraliser une production qui aujourd'hui est éparpillée sur ces questions et qui implique aussi une diversité d'acteurs. Et le deuxième objectif, en fait, de ce cycle de webinaires, c'est aussi permettre la création d'une communauté d'acteurs, d'identifier qui travaille sur ces sujets et comment créer des synergies, pardon. Et si je reviens au déroulé des webconférences, le premier webinaire qui s'est tenu fin septembre a permis de poser les enjeux globaux en termes d'emploi et de compétences sur le champ de la transition écologique. On a pu ensuite débattre des méthodes d'observation de l'évolution des métiers et des compétences durant la deuxième webconférence qui s'est déroulée mi-octobre. Alors, ça a permis aussi d'introduire les enjeux de formation par rapport à l'évolution des métiers. Et un des leviers qui a été identifié à ce moment-là, ça a été, c'est un message assez important dans l'anticipation des besoins, qui est donc l'importance de l'approche multipartenariale et notamment du travail entre les branches professionnelles, les OPCO et les territoires. Alors aujourd'hui, le fil rouge de la séance ce sera quels ajustements de l'offre de formation en réponse à ces transformations que l'on observe aujourd'hui sur les activités, sur les métiers et sur le besoin en compétences nouvelles ou pas. Et en filigrane de ce webinaire, il va s'agir de voir ou de comprendre si les adaptations que l'on observe sont des adaptations classiques ou des adaptations spécifiques à la transition écologique. Comment avez-vous pensé cette webconférence avec le comité de pilotage? Quel choix d'intervenants pour aborder tous ces enjeux? Alors, avant de répondre concrètement à la question, je voulais d'abord évoquer le maillage complexe du système de formation et la multiplicité des acteurs qui sont impliqués. Parce que le dispositif de formation en France repose sur la formation tout au long de la vie, derrière laquelle on va avoir donc la formation initiale, la formation professionnelle continue et puis d'autres choses. Donc, et derrière ça, il y a donc un ensemble d'acteurs et notamment on va retrouver l'enseignement scolaire, l'enseignement professionnel, l'enseignement supérieur, les pouvoirs publics avec les ministères certificateurs, les régions. Les entreprises sont aussi de gros acteurs avec les branches professionnelles et les partenaires sociaux. On a également derrière les opérateurs de l'emploi et de la formation avec des organismes comme France Compétences, les OPCO, Pôle emploi, l'AFPA. Il y a un niveau territorial, on a les maisons de l'emploi et les CARIFOREF. On va retrouver également les organismes de développement économique que sont les chambres consulaires et évidemment les organismes de formation. Donc en fait, il y a une diversité d'acteurs qui œuvrent sur le champ de la formation que l'on a essayé de retrouver aujourd'hui pour échanger sur les réponses à la question de l'adaptation de l'appareil de formation. Alors précisément, nous aurons parmi nous des représentants des ministères certificateurs avec l'éducation nationale et l'agriculture. Nous avons également des acteurs de la formation avec France Compétences et l'AFPA, un représentant de la filière de la formation professionnelle et d'un organisme de formation.
Nous avons également prévu 2 interviews qui ont été enregistrées en amont de la webconférence afin de partager les témoignages de l'enseignement supérieur et d'une région. Alors, la première interview est celle du président de la région Centre-Val de Loire qui nous présentera comment la région a intégré les enjeux de la transition écologique dans son plan régional de formation qui a conduit la région à re-questionner toute son offre. La deuxième interview est celle du président de l'Université de La Rochelle, qui est également président du comité de la transition écologique à la conférence des présidents d'université, qui nous parlera de l'approche très innovante de l'Université de La Rochelle par rapport aux enjeux de la transition écologique. Sophie Margantier, quels sont les principaux enjeux autour de l'adaptation de l'offre de formation qui vont guider nos discussions? Alors, oui, donc il y a 3 enjeux qui ont été identifiés et qui vont constituer les 3 temps forts des échanges pendant cette heure et demie. Le premier, c'est le repérage des besoins. Comment on anticipe les besoins? D'où viennent-ils? Quelle prise en compte de la transition écologique dans les formations? Quel pilotage est mis en place? Le deuxième temps fort, ça sera consacré aux méthodes et aux outils pour répondre aux besoins de transformation. Et le troisième temps des échanges concernera la question de la formation. Cette question, est-ce que la transition écologique nécessite de former autrement? Et si oui, comment? Voilà. Merci beaucoup, Sophie Margontier. Donc, tous les intervenants seront à distance avec donc 2 interviews enregistrées. Vous l'avez dit, on vous retrouvera tout à l'heure, Sophie, en conclusion de cette webconférence. Tout au long de cette heure et demie, vous pourrez poster vos commentaires et vos questions dans l'onglet Ask Your Question et je m'efforcerai de les relayer au fur et à mesure. Place à présent à la table ronde avec 5 représentants qu'on va découvrir progressivement à l'écran. Antoine Amiel pour la Fédération de la formation professionnelle, Vincent Caputo de France Compétences, Gilles Pascal de l'AFPA, Joël Guyot du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et Brigitte Trocmé du ministère de l'Éducation nationale. Alors, on vous découvre les uns et les autres à l'écran. On va faire un petit tour d'écran pour que vous puissiez vous présenter et on va commencer par Antoine Amiel. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Donc je suis Antoine Amiel, j'interviens ici au titre de la FFP, donc la Fédération de la formation professionnelle, qui est l'association professionnelle qui regroupe les acteurs de la formation. Donc c'est 6 millions d'apprenants, 900 sociétés de formation, et je dirige une société qui s'appelle Learn Assembly, qui travaille sur les aspects pédagogiques, donc sur la conception pédagogique, la conception de parcours d'apprentissage, et en général, et notamment digitaux. Et vous pourrez utiliser bien sûr ces 2 casquettes pour répondre à nos questions et à ces enjeux. Deuxième intervenant, Gilles Pascal, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Je suis donc manager sectoriel au bureau d'études de l'AFPA, qu'on appelle la direction d'ingénierie. Et nous avons comme principale mission d'instruire les titres professionnels du ministère du Travail. Et bien sûr, nous travaillons aussi pour nos propres produits de formation dispensés dans nos services. Et nous avons donc aussi un service spécialisé pour la veille, pour justement l'évolution et l'adaptation de notre offre. Merci. Troisième intervenante, Brigitte Trocmé, bonjour. Bonjour, donc Brigitte Trocmé, je travaille au ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Actuellement, il est tout ça, mais j'interviendrai au titre de l'Éducation nationale seule. Donc, je suis adjointe à la sous-directrice des lycées et de la formation professionnelle au sein de la Direction générale de l'enseignement scolaire. Alors, la Direction générale de l'enseignement scolaire, c'est la grosse direction dite pédagogique de l'Éducation nationale, de la maternelle au bac+2, quand il se passe au lycée. Et la sous-direction a en charge les lycées généraux et technologiques, dont je ne parlerai pas beaucoup aujourd'hui, même si c'est un substrat absolument essentiel pour, par exemple, l'enseignement sup et les problématiques de développement durable. Et elle a une forte dimension formation professionnelle, avec à la fois le bureau en charge des diplômes professionnels, dans le cadre des commissions professionnelles consultatives désormais interministérielles, donc on va dire la fabrique à diplômes, des diplômes professionnels du CAP au BTS, même si le BTS est partagé avec l'enseignement supérieur, c'est un diplôme de l'enseignement supérieur, mais il est mis en œuvre dans les lycées et
élaborés dans le cadre des commissions professionnelles consultatives, donc dans une logique de filière avec l'enseignement professionnel allant jusqu'au niveau du baccalauréat. Dans la sous-direction, nous avons également un bureau qui est en charge de la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale en lycée professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, mais également par la voie de la formation professionnelle continue, par le réseau des GRETA, qui met en œuvre à la fois des formations diplômantes, telles de l'éducation nationale ou d'autres certificateurs, et des formations qualifiantes. Donc, juste un mot, un ministère de l'Éducation nationale qui est à la fois formateur et certificateur, et qui, en l'occurrence, en termes de formation professionnelle, certifie beaucoup plus qu'il ne forme, puisqu'il y a beaucoup d'opérateurs de formation qui préparent des diplômes de l'Éducation nationale. Merci de cette précision. On poursuit le tour d'écran avec Joëlle Guyot. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité également. Donc, je suis donc adjointe de la sous-direction des politiques de formation et d'éducation à la direction générale de l'enseignement de la recherche au ministère de l'Agriculture. Cette sous-direction, elle a en charge notamment la définition et la conception des diplômes qui sont délivrés par le ministère de l'Agriculture, qui est ministère donc certificateur, et qui vont en fait du CAP agricole jusqu'au BTSA, même si, comme à la DGESCO, le BTSA se trouve en fait est géré par une autre sous-direction, la sous-direction de l'enseignement supérieur, en passant donc par les bacs pro, bacs techno, brevets professionnels et brevet professionnel agricole, donc à la fois des diplômes qui sont délivrés dans les 3 voies de formation et puis certains qui ne sont délivrés que dans la voie de la formation continue et de l'apprentissage. Et cette sous-direction est aussi, en fait, assure également le secrétariat de la commission professionnelle consultative interministérielle des métiers de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'aménagement donc de l'espace. Merci beaucoup. On termine ce tour de table avec Vincent Caputo. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Rappelez que France Compétences est une instance nationale de régulation, que la principale mission de la direction de la certification, c'est d'enregistrer avec, en appui, la commission de la certification professionnelle, les certifications professionnelles dans 2 répertoires. Le répertoire national qui vise des métiers et le répertoire spécifique qui vise des activités professionnelles. 2 mots sur ces répertoires, peut-être par rapport à l'objet de cet après-midi. Rappelez qu'on est sur la certification professionnelle et qu'une certification professionnelle, c'est un référentiel d'activité, de compétences, d'évaluation, des données d'insertion globale sur la cible métier qui sont censées répondre à des besoins de marché du travail. Je pense que c'est important de le rappeler. Et pour cela, il est aussi important de rappeler au certificateur son rôle d'observation des évolutions de la société, du marché du travail, et pouvoir nous dire quelles sont les nouvelles compétences que ce certificateur a observées. Donc ces répertoires, ce sont un peu des marqueurs. Ce sont des points de repère qui permettent à la fois aux candidats de savoir très précisément par rapport à ces certifications quelles sont les compétences demandées et quelles sont les données d'insertion possibles à sa connaissance qu'il va pouvoir avoir pour savoir si ces certifications mènent à un métier. Et puis un employeur à l'autre bout de la chaîne, un employeur qui va pouvoir se dire et avoir connaissance des compétences que des personnes qu'il va pouvoir recruter. Voilà, très brièvement un peu la vocation de la direction de la certification professionnelle. Merci beaucoup. Alors, on va faire un tour d'horizon avec vous tous sur à la fois la manière dont vous repérez les besoins en compétences liés aux enjeux de la transition écologique et quelle est aujourd'hui la situation sur vos champs respectifs. On va commencer avec vous, Joëlle Guyot. Où en êtes-vous aujourd'hui de l'intégration des enjeux de la transition écologique dans les diplômes du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation? Quelles sont les dates clés, si on fait un tout petit peu de chronologie, et sur l'ensemble des diplômes, où en êtes-vous aujourd'hui? Alors, sur l'ensemble, si on fait un peu de chronologie, comme vous dites, je pense que l'année clé qu'il faut garder, qu'il faut avoir en tête, c'est 2014.
2014, c'est donc la loi en fait d'avenir de l'agriculture qui pose en fait comme principe la double donc performance, même triple performance pour l'agriculture, c'est-à-dire performance environnementale, économique et sociale, et qui se donne comme ambition d'embarquer quelque part en fait de faire prendre un tournant à toute l'agriculture vers une agroécologie. C'est le projet agroécologique de la France qui est lancé, et l'enseignement agricole, puisqu'en fait, donc je représente, en fait, je ne l'ai pas dit dans mon introduction, mais c'est l'enseignement agricole, hein, va être fortement mobilisé dans tous ses aspects, dans toutes ses missions, la mission de formation en premier lieu, et puis également sa mission de recherche, développement, etc. Au total, vous avez combien de diplômes, Joëlle Guyot? À peu près 122 diplômes qui sont à la fois des diplômes de base, bac pro, donc comme j'ai dit tout à l'heure, et puis des diplômes aussi qui sont plus spécialisés, comme des certificats de spécialisation. Alors, depuis cette date, 2014, vous avez passé au peigne fin l'ensemble de ces diplômes via ce prisme de la transition écologique. Et il y a un nouveau cycle qui a démarré en 2019 pour 5 ans, hein, la loi de septembre 2018 obligeant effectivement à avoir des cycles de 5 ans pour rénover les diplômes. Et vous êtes en train à nouveau de regarder quels sont tous les diplômes qui intègrent plus ou moins bien les enjeux. Sur ces 120 diplômes, où en êtes-vous aujourd'hui? Il y a à la fois des diplômes qui ont été très profondément remaniés, avec des transformations profondes, et d'autres avec des transformations, on va dire, des colorations moins importantes. Alors, effectivement, entre 2014 et jusqu'en 2019-2020, hein, qui est donc le nouveau en fait, projet agroécologique, le renouvellement donc, du projet agroécologique, on a rénové, je dirais, je vais parler en termes de filières et de secteurs professionnels parce que je n'ai pas recensé exactement en termes de pourcentage, mais on a remanié profondément en fait, des diplômes du secteur de la production agricole, hein, dans sa complétude ou dans un sens large, enfin, si vous voulez, donc tous les diplômes des productions animales, végétales, et notamment le diplôme clé ou cœur de métier qui forme en fait au métier d'agriculteur, que ce soit du niveau CAP, bac pro et jusque donc au BTSA. Alors, on l'a fait, je n'ai pas cité, mais dans le cadre aussi du plan Enseigner à produire autrement, donc qui est le plan de l'enseignement agricole et qui s'est fixé comme objectif d'ici donc 2024 de rénover, c'est même 2022, j'avoue, mais voilà, compte tenu des délais, etc., ce sera sans doute 2024. C'est ce qu'on a annoncé dans la programmation de notre CPC. L'idée, c'est de passer au peigne fin, mais toutes les filières. Alors, qu'est-ce qui nous reste à l'heure actuelle comme filières qui ne sont pas passées au peigne fin? Eh bien, ce sont des filières de la transformation alimentaire, l'agroéquipement, les services en milieu rural, et puis la production aquacole qu'on n'a pas non plus en fait travaillé, et enfin donc la forêt. Donc c'est des filières effectivement qui sont un peu plus éloignées, qui sont un peu périphériques ou connexes, mais néanmoins donc c'est vrai que vous avez utilisé le terme de coloration, mais dans notre objectif, ce sera plus qu'une coloration quand même. En fait, on attaque quand même en fait aussi quelque part. En fait, on veut vraiment ancrer l'agroécologie et puis la transition, et d'une manière générale la transition écologique dans les diplômes du ministère de l'Agriculture. Voilà, et on verra quelques exemples avec vous tous tout à l'heure. Encore une dernière question. Vous avez confié au cabinet Ambroise Bouteille une étude sur les nouvelles compétences attendues dans tous les métiers de l'enseignement agricole. Ce travail a été achevé au début de 2020. Que vous a-t-il appris? En quoi va-t-il contribuer à vous aider dans cette rénovation des diplômes? Alors, tout d'abord, donc oui, voilà, c'est une large consultation qui a été faite donc à côté en fait hein, de ce qui se passe, des débats qui se font dans le cadre des CPC. L'idée, c'était de rendre plus lisibles nos diplômes et puis pourquoi pas d'élargir aussi l'offre de formation du ministère de l'Agriculture.
Alors, ce qui ressort en fait des groupes de travail, en fait, des enquêtes, c'est que voilà, la dimension, en fait, la préoccupation environnementale arrive en tête des sondages, des enquêtes, comme une préoccupation majeure, comme une attente aussi de la part en fait de tous les acteurs, en fait, des acteurs qui ont été interrogés. Devant la transition numérique. Et devant la transition numérique, qui est quand même aussi très, très importante. D'ailleurs, l'une peut servir l'autre. Donc, chose également en fait intéressante à noter, la dimension économique arrive en troisième aussi. Donc, la préoccupation économique reste aussi prépondérante. C'est vrai que le modèle économique c'est important de s'en préoccuper aussi. Alors, ce qui est intéressant de signaler, c'est que une des conclusions aussi qui ressort très fortement, c'est que il est important de renforcer les compétences générales des apprenants apparaissent comme essentielles dans nos futurs en fait, travaux de rénovation, ce qu'on appelle les compétences psychosociales ou les soft skills, c'est-à-dire la capacité comment dirais-je, de travailler en équipe, de s'engager également dans des projets, de savoir expliciter l'aisance à l'oral, de la présentation, le respect de l'autre, des compétences, en fait, quelque part, la dimension humaine qui apparaît presque voilà, aussi importante finalement dans le monde d'aujourd'hui et dans nos secteurs professionnels que l'expertise technique. Merci beaucoup. Brigitte Trocmé, sur le champ de l'éducation nationale, même question sur la vision un peu macro, pour continuer à planter le décor de où vous en êtes, des points de situation. De quelle manière, Brigitte Trocmé, avez-vous revu votre offre de diplôme professionnel? Alors l'affaire commence à peu près. Enfin, moi, j'ai une date qui est un peu plus ancienne, mais on n'est pas tout à fait... Je retrouve beaucoup de choses que nous connaissons dans ce que vient de dire Joël Guyot, mais oui. Nous ne sommes pas un ministère métier, champ de l'agriculture et le champ de l'enseignement agricole. En 2007-2008, nous avons commandité une étude qui s'appelait « Développement durable, gestion de l'énergie, évolution et conséquences sur l'offre de formation ». Donc, c'est il y a 12 ans. On avait déjà nous, pris l'initiative de cette étude qu'avait réalisée CG Conseil et qui a été... Bon, alors, c'est le contexte pour ceux qui n'étaient pas encore nés à l'époque. C'était le Grenelle de l'environnement qui a été une étape assez importante, je pense, on peut le dire, dans les prises de conscience. Et bon, cette étude nous a permis de faire un état des lieux de l'existant sur un champ qui était grosso modo le champ de l'énergétique dans le bâtiment, qui est quand même un champ majeur. Et au-delà de l'étude de l'état des lieux, de l'émergence des normes ou des préoccupations environnementales, on avait aussi une dimension assez opérationnelle à cette étude qui était, on lui avait demandé de se focaliser pour nous faire des préconisations assez concrètes sur la manière d'intégrer dans les diplômes de l'électrotechnique, donc on avait restreint un petit peu le spectre là, d'intégrer les compétences, les savoirs nécessaires aux problématiques, on disait à l'époque, de développement durable. Et cela nous a été très utile parce que, en fait, cela nous a permis de bâtir une méthode d'intégration qu'on a pu faire assez vite dans la filière de l'électrotechnique et l'ensemble de la filière du bâtiment. Je dirais là de manière transversale, sans refonte d'ensemble des diplômes, mais on pouvait aller vite sur un ensemble de secteurs. Et comme on le faisait de manière transversale aux diplômes du bâtiment, qui sont nombreux, voilà, ça avait un effet un peu massifiant avec tout ce que ça pouvait vouloir dire derrière en termes de formation des enseignants. Et cette méthodologie nous a permis également de construire au fond ce qui est devenu le cahier des charges de la rénovation de l'ensemble des diplômes professionnels, puisqu'au fond, c'est désormais inclus dans le cahier des charges de toute rénovation. Et ça nous a permis de l'étendre progressivement, par exemple, à des secteurs des services, qui étaient a priori moins en première ligne au départ, ou à des secteurs de l'aide à la personne, assez rapidement. Donc désormais, ça fait partie du cahier des charges de la rénovation des référentiels. Et c'est vrai que dès cette époque-là, c'est assez frappant, j'ai relu les conclusions de l'étude, elle disait que
répondre aux enjeux du développement durable, ce qui était le vocabulaire de l'époque. Ça voulait dire développer des compétences et une approche globale. Alors évidemment, dans le bâtiment, on voit assez bien ce que c'est, mais c'est l'idée d'une culture commune qui favorise vraiment des interventions de qualité. Donc, une dimension un peu globale et générale, une dimension de compétences et de savoir-faire spécifique, métier, technique, avec un fort ancrage professionnel, mais surtout des manières d'exercer ensemble. On y reviendra peut-être, c'est-à-dire au-delà d'une logique purement métier, et c'est très important dans le secteur du bâtiment, mais je pense que ça vaut pour d'autres, c'est-à-dire que la question de la qualité environnementale, elle est quand même liée à une manière d'exercer qui n'est pas une manière d'exercer seule, donc ça c'est un enjeu fort, et qui ajoutait, je pense qu'on y reviendra, parce que pour moi c'est essentiel, c'est que ça on est du côté de la certification, de ce qu'on écrit dans un référentiel de diplôme, mais que ça impliquait absolument une évolution nécessaire des manières d'enseigner, des manières de la question de la pédagogie. Et donc, absolument. Et pour moi, ça, c'est le fil conducteur. Donc, je suis entrée par la certification et pour moi, il y avait dès cette époque-là la mention de cette importance. Alors, on poursuivra avec vous tout à l'heure, Brigitte Trocmé. On a eu quelques petites coupures. Donc, peut-être qu'effectivement, pourriez-vous rafraîchir la page pour qu'on vous entende plus explicitement parce que ça a un petit peu troublé l'audition, même si, grosso modo… J'ai vu un petit panneau qui m'a annoncé Internet instable pendant 30 secondes. Voilà, c'est ça, absolument. Donc, on va poursuivre avec Vincent Caputo. De quelle manière est-ce qu'on peut avoir, Vincent Caputo, en ce qui concerne des formations certifiantes, une vision de la proportion de formation qui aurait pu être revue avec ce prisme des enjeux de la transition écologique, ou est-ce que en l'état c'est complètement impossible? Alors, peut-être dire qu'il n'y a pas il y a des métiers, il y a des référentiels de compétences et puis il y a des certifications professionnelles et il y a des différentes modalités pour accéder à ces compétences et professionnaliser les personnes, que sont la formation tout simplement, la formation en situation de travail, la validation des acquis de l'expérience. Mais je voudrais bien faire quand même cette distinction parce j'ai parlé de marqueur social et de repères sur la compétence. Je pense qu'on est sur deux choses un peu différentes, même si quelque part les choses se rejoignent, mais je voudrais bien faire cette première distinction. Pourquoi je dis ça? Parce que quelque part, ce qui est important, c'est l'observation des situations de travail et de l'activité de travail. Et je pense que, en tout cas, nous, de notre point de vue et du côté de la certification professionnelle, et l'importance, y compris qu'accordent les membres de la commission de la certification professionnelle, c'est quoi? C'est quand on a une demande d'enregistrement, c'est quoi les premières questions qui nous arrivent? Et si vous permettez, Vincent Caputo, si vous permettez, on reviendra sur cette question-là tout à l'heure et vous nous direz tous les uns et les autres quelles sont les méthodes de travail avec les professionnels pour justement plancher sur de nouveaux référentiels et voir comment intégrer, le cas échéant, de nouveaux attendus écologiques. Alors, un mot quand même sur un appel à contribution que vous aviez lancé l'année dernière et qui a déjà permis de générer quelques demandes. Et là, vous êtes sur un deuxième appel à contribution. Alors, un premier mot sur ce premier appel, à qui était-il destiné et quels ont été les résultats? Alors, il était destiné à l'ensemble des acteurs. L'idée étant de faire remonter, sous forme de contribution de l'ensemble de ces acteurs, des propositions d'hybridation de métiers, de métiers en évolution et de métiers émergents. Il est bien clair que les métiers émergents, on n'en trouve pas tous les jours et qu'on était beaucoup plus en situation d'avoir ou d'être en phase d'hybridation d'activités et donc des métiers en forte évolution. Et la question qu'on a posée à l'ensemble de ces acteurs, elle était assez simple, c'était de dire, dites-nous finalement quels sont les facteurs principaux qui ont conduit à cette évolution des métiers,
quels sont le niveau d'impact que vous avez observé en situation dans votre entreprise ou dans votre branche sur des changements d'organisation, l'impact du numérique, l'impact de la transition écologique, l'impact de l'évolution climatique, etc., sur vos pratiques. Un exemple de ce qui a pu remonter, Vincent Caputo? Vraiment, alors je vais prendre deux exemples qui sont dans la thématique de cet après-midi. Végétalisateur urbain, par exemple, qui est le croisement entre le jardinier, mais plutôt en milieu urbain, sur des supports qu'il n'a pas forcément l'habitude d'avoir. Et donc, on retrouve effectivement une évolution très très forte, y compris dans les cahiers des charges et maîtrises d'ouvrage en milieu urbain, de ces murs végétaux. Donc, ça demande des connaissances un peu particulières de certains matériaux, de certaines expositions, de certains végétaux. Et donc, on a des croisements là, typiquement d'activités professionnelles qui n'étaient pas forcément, de l'aquaponie. Là aussi, on est sur, encore une fois, des niches d'emploi, mais qui sont des croisements et des hybridations d'activités professionnelles. Aquaponie, alors c'est quoi l'aquaponie? C'est le croisement de l'horticulture et de la pisciculture. Voilà. On élève des poissons, mais avec les excréments des poissons, on élève des plantes et on fait pousser des plantes. Donc, c'est un cycle. Voilà. Donc, il y a des choses un peu comme ça. Mais là, on est vraiment, j'allais dire, là, du coup, l'aquaponie, c'est un métier, on peut le dire, plutôt émergent, alors que la majorité des 23 métiers qu'on a retenus étaient plus des hybridations d'activités et des métiers en évolution. Alors, il y a eu un deuxième appel à contribution qui, cette fois-ci, s'est adressé aux branches professionnelles. Et c'est intéressant parce que lors des deux premières webconférences, le 29 septembre et le 14 octobre, on avait fait le constat que les branches étaient très inégalement impliquées dans cette prise de conscience des enjeux de la transition écologique. Combien de branches, combien de projets ont été remontés via cet appel, Vincent Caputo? Écoutez, on a 22 contributions pour 36 métiers proposés. Et dans ces contributions, on a les branches du bâtiment, on a des branches de la métallurgie, on a des branches de la plasturgie, on a des branches du recyclage, de la déconstruction, du désamiantage. Donc un certain nombre de branches pour lesquelles je ne peux pas donner de résultats puisque l'instruction est en cours. Mais en tout cas, voilà, ça a permis de faire remonter un certain nombre de besoins. Alors, on va poursuivre le tour d'horizon avec Gilles Pascal du côté de l'AFPA. Donc, vous avez une mission pour le compte du ministère du Travail et de la DGFP, vous le disiez tout à l'heure, c'est de gérer à peu près une centaine de titres professionnels. Sur cette centaine, il y en a quelques-uns qui se créent chaque année, il y en a quelques-uns qui disparaissent chaque année. Quelle est l'imprégnation de ces titres par rapport aux enjeux de la transition écologique? Oui, alors en fait, c'est 300 titres. Ah, 300 titres. Oui, la centaine, c'est la partie industrie dont je m'occupe en partie. D'accord. Nous avons 300 titres. Alors, comme vous le dites, c'est un portefeuille de titres très vivant que gère le ministère du Travail, puisque la révision quinquennale de ces titres existe depuis toujours. Et nous avons un service de veille qui est missionné principalement sur justement l'observation des mutations des métiers et notamment sur la transition écologique, évidemment. Alors ça se superpose aussi à la transition numérique, bien souvent. Et donc, nos travaux consistent à justement réadapter, colorer notre offre de formation existante pour embarquer autant que faire se peut, justement, la transition écologique et alors, aussi… Pardon. Vous me disiez en préparant en fait que la plupart des propositions émanaient de votre service de veille. Vous aviez repéré des besoins et puis parfois vous avez des demandes directes des acteurs professionnels et vous faites des notes d'opportunité sur la possibilité de créer des nouveaux titres. Mais pour avoir une vision un petit peu globale sur les 300 titres que vous citiez, est-ce que tous ont été
passer au peigne fin, à l'instar de ce qu'a fait le ministère de l'Agriculture, l'enseignement agricole? Est-ce que tous ont été passés au peigne fin de ces nouveaux enjeux avec, j'imagine, des colorations, pour reprendre votre terme, plus ou moins fortes? Oui, oui, tous ont été passés au peigne fin, comme vous dites. C'était d'ailleurs une demande très claire du ministère du Travail depuis de nombreuses années déjà. Et alors, effectivement, on observe que l'impact est très, très, très variable. Nous avons des types professionnels, des métiers très impactés, d'autres vraiment très, très peu. Et surtout, ça a mis à jour l'émergence de nouveaux métiers que nous pouvons expérimenter par un processus que le ministère a développé qu'on appelle l'incubateur, c'est-à-dire des métiers en devenir sur lesquels les volumes de salariés concernés est encore non significatif, mais qui sont en train d'exploser. Et donc, nous expérimentons effectivement ces nouveaux métiers. Et vous nous donnerez tout à l'heure un des exemples effectivement d'expérimentation en cours. Alors, on a beaucoup parlé, bien sûr, de formation certifiante, diplôme, titre professionnel. Il y a aussi les CQP, bien sûr, dans les certifications. Antoine Amiel, au niveau de la Fédération de la formation professionnelle, vous recevez un certain nombre de demandes d'entreprises, notamment de branches professionnelles, pour mettre en place des formations qui ne sont pas nécessairement certifiantes, d'ailleurs, ni qualifiantes. La FFP a lancé une enquête auprès de ses entreprises adhérentes sur l'intégration des enjeux de la transition écologique. Quels sont les grands enseignements de cette enquête? Alors, merci pour cette question. L'enquête est en cours, donc je ne pourrais pas vous donner les éléments précis. Ce qui est certain, c'est que les acteurs de la formation professionnelle sont des acteurs d'une très grande diversité. On va retrouver de très grandes entreprises internationales ou implantées sur tout le territoire, des PME, des structures de quelques salariés, voire 2 ou 3 salariés, et où du coup le niveau de maturité sur le sujet de la transition écologique est extrêmement variable selon à la fois les secteurs d'activité, les secteurs d'intervention et selon la taille de l'organisation. D'autant plus que le marché de la formation a été relativement bousculé ces dernières années avec les réformes, le confinement, et c'est un secteur qui traverse une période difficile. Et donc, ce qu'on constate, c'est que le niveau finalement de prise de conscience et de maturité sur ce sujet-là est extrêmement variable. Et quand je parle de maturité, je parle à la fois sur les compétences liées à la transition écologique, mais aussi sur l'impact écologique de la formation en tant que telle, et on y reviendra peut-être après, qu'elle soit présentielle ou distancielle, où c'est un sujet en tant que tel qui doit être abordé. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément d'hybridation, comme ça a été dit précédemment, de métiers et de compétences, où finalement, on va intégrer une dimension écologique dans des métiers existants, en utilisant des techniques différentes, en utilisant des produits différents, notamment dans l'agriculture, dans le BTP, dans tous les métiers industriels notamment. Donc, on est plus sur une évolution de compétences dans des métiers existants que sur une refondation totale du métier. Dans certains cas, il y a effectivement une évolution assez forte, mais elle reste assez niche. Et ce qu'on observe beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, la maturité des entreprises elles-mêmes sur le sujet de la transition écologique est très variable et que c'est compliqué parfois pour certaines sociétés de créer des offres, tout simplement parce que soit on est sur une niche, comme ça a été dit, et donc on forme 30 personnes par an, ou si ce n'est moins, ou alors on n'a pas forcément l'expertise pour le faire, ou elle est située de manière un petit peu atomisée. Et donc, c'est compliqué d'adresser ce sujet-là de manière un peu globale. Et on a, Antoine Amiel, différents types de formation. On a l'acculturation, la sensibilisation, on a des modules très spécifiques, hein, vous l'avez dit, et puis on a aussi une approche par la réglementation et la sécurité qui génère, elle aussi, des besoins en compétences nouveaux. Alors, il y a effectivement ces 2 éléments-là à prendre en compte. Le premier point, c'est que, indépendamment de la question du développement des compétences, il y a un sujet finalement de prise de conscience plus globale de l'importance de la transition écologique. Et un chiffre a attiré mon attention en préparant ce webinaire, qui était le témoignage de Pôle emploi lors du dernier webinaire sur la prise de conscience de l'importance de la transition écologique dans les compétences. Et donc, la population des agriculteurs répondait qu'à 50%, ils allaient être très concernés par la transition écologique. On peut se réjouir de ce chiffre, on peut aussi s'interroger sur le fait que seulement 50% des agriculteurs aient pris conscience que la transition écologique est un sujet et qu'il va falloir se former là-dessus. Donc on voit bien que la maturité sociétale n'est pas encore là. Ce qu'on voit aussi, c'est que beaucoup de métiers concernés sont des métiers saisonniers,
avec une employabilité parfois faible, portée par des PME. Et on sait que les petites entreprises, les PME n'ont pas toujours des politiques de formation très proactives pour différentes raisons réglementaires, financières et puis culturelles également. Donc, effectivement, c'est compliqué. Donc, il y a un sujet d'acculturation globale à ce qu'on pourrait appeler l'éco-citoyenneté. Et ça peut se faire dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre, finalement, de l'éducation nationale ou à titre individuel, mais il y a vraiment ce sujet-là. Il y a le sujet de la qualification et de la professionnalisation de métiers qui apparaissent ou de métiers en très très forte transformation. Et il y a après effectivement le verdissement de tous les métiers, qu'ils soient techniques ou non, où finalement on va devoir intégrer une dimension écologique dans sa pratique professionnelle, quel que soit le métier. Et ça aujourd'hui, c'est fait de manière très variable et très inégale selon les secteurs et les entreprises. Merci. Alors, on a un panorama assez complet, non exhaustif bien sûr, mais avec vous cinq, du verdissement plus ou moins avancé de l'offre de formation. Je vous propose à présent de faire un focus sur les outils et les méthodologies mises en œuvre pour répondre à ces besoins d'évolution. Quelle association, quelle implication des acteurs professionnels pour construire de nouveaux référentiels. Et je vous propose à présent de regarder l'entretien enregistré hier avec François Bonneau, le président de la région Centre-Val de Loire. La région a entrepris de verdir systématiquement son programme régional de formation et François Bonneau nous a expliqué quelles étaient les motivations de la démarche et comment ces services s'y étaient pris. On l'écoute. Bonjour François Bonneau. Bonjour. Vous avez souhaité prendre des engagements forts en matière de transition écologique pour les 4 prochaines années, 2021-2024, en élaborant un programme régional de formation qui intègre systématiquement les enjeux écologiques. Comment cette démarche s'est-elle imposée ? Autour d'un principe et d'une conviction. Le principe, c'est qu'un programme de formation professionnelle à l'échelle d'une région qui va se dérouler sur 4 ans, ça n'est pas aller capter des objets sur étagère, c'est véritablement mobiliser des organismes de formation pour qu'ils répondent à des objectifs politiques très fortement définis. Objectif politique, c'est créer la meilleure adéquation avec les métiers d'aujourd'hui et de demain, c'est s'enraciner dans le territoire, c'est individualiser la formation, etc. Donc ça, c'est un principe que nous mettons en place, qui est une spécificité de notre région, où on forge véritablement les actions de formation, territoire par territoire, domaine par domaine, public par public. Et l'orientation au-delà du principe, c'est laquelle? C'est le constat que nous faisons. Il n'y aura de performance énergétique, il n'y aura de marche vers un monde qui maîtrise mieux son rapport à l'environnement qu'à partir du moment où nous aurons des compétences. Et ces compétences font défaut énormément. Je vous donne juste un exemple avant de rentrer dans le sujet. Aujourd'hui, la région Centre-Val de Loire, comme beaucoup d'autres régions, dispose d'un nombre important d'éoliennes. Eh bien, la formation à la maintenance de ces éoliennes est quelque chose qui est nulle part inscrit dans les catalogues de formation initiale. Et c'est largement dommage. Si on veut développer sur le territoire, ça passe par les compétences. Les compétences sont, dans tous les domaines, la clé du développement. Et s'agissant d'une marche en avant vers la performance environnementale, le premier enjeu, c'est celui de la compétence. Donc, on a mis cela au cœur et en le mettant au cœur, c'est pas simplement la région qui le dit, c'est le partage de cette évidence. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu, et c'était en septembre, une très vaste réunion avec l'ensemble des organismes de formation pour leur faire partager cette ambition d'une transition écologique et énergétique passant par la formation. C'est un objectif que nous installons au cœur de nos dispositifs. Il est durablement, mais nous renforçons l'importance de cela, et ça n'est pas one shot. C'est quelque chose qu'on va inscrire très durablement dans nos appels à propositions, de manière à ce que les organismes s'organisent par rapport à ça. Vos services ont retravaillé, re-questionné toute l'offre de formation régionale avec un appel d'offres dont le dépouillement est en cours.
comment ont-ils procédé en interne et à l'égard des acteurs externes, François Bonneau? Eh bien, la commande que nous passons, c'est une commande explicite. C'est une commande qui intègre directement l'expression de notre attention particulière concernant la prise en compte de la transition écologique et numérique dans l'information, avec des lots qui sont fléchés sur des métiers qui correspondent très directement aux métiers de cette transition. Je parlais de métiers de maintenance, il y a des métiers de communication, il y a des métiers touchant aux matériaux, etc. Ils sont nombreux. Et puis, il y a aussi le caractère transversal. La performance énergétique, ça n'est pas qu'une affaire de spécialistes, c'est aussi une affaire qui nous concerne tous et dans tous les métiers. C'est être capable de regarder ce qui se passe en amont du produit qu'on utilise ou du process qu'on met en œuvre, ce qui se passe en aval. C'est organiser les transports de manière à ce qu'on ait de l'intermodalité, parce que si on a de l'intermodalité, à ce moment-là, on favorise véritablement l'utilisation de transport collectif avec le vélo en amont ou le vélo en aval. C'est penser véritablement, quand on construit une maison, ça n'est pas que l'affaire du chauffagiste, c'est aussi l'affaire du couvreur, c'est aussi l'affaire du maçon, etc. Donc, on a des choses qui sont complètement transversales. C'est aussi la préoccupation dans tous les métiers, la préoccupation de l'emballage, la préoccupation du déchet, la préoccupation de l'énergie. Donc, il y a métiers spécifiques et métiers qui sont en évolution et valeurs d'une certaine manière. À un moment, un stagiaire de la formation professionnelle, c'est quelqu'un qui d'une certaine manière remet en cause ses expériences antérieures, ses formations antérieures, s'ouvre véritablement à de nouveaux paradigmes et on a voulu faire rentrer cette valeur de l'environnement comme une des valeurs fondamentales qui doit orienter les pratiques professionnelles de demain. Alors, pendant 3 mois, vous avez re-questionné cette offre avec une équipe de 14 référents territoriaux formation, des ingénieurs, vos directions, achat, environnement, agriculture, formation, tourisme. Donc, ça a été un travail transverse avec les professionnels aussi. Et vous me disiez en préparant cette séquence que ça avait été plus complexe sur l'industrie et sur la maintenance d'intégrer de nouveaux attendus écologiques. Oui, c'est à l'évidence un chemin qui est un chemin qui sera long, qui sera progressif. Je le disais en ouvrant ce propos, nous sommes sur du pluriannuel. À la fois ces 4 années, mais à chaque fois, il faudra remettre le sujet parmi les plus grandes priorités. Il y a des domaines où transformer les métiers quand il n'y a pas de référentiel qui correspondent à ça, parce qu'on a tout le problème de la création des référentiels, ça n'est pas si évident que ça pour des organismes qui sont habitués et calés. Pour autant, beaucoup sont engagés dans cette évolution. Et on a une marche en avant qui est vraiment aujourd'hui assez évidente, avec un chemin qui sera long, parce que il y a le sujet des référentiels, il y a le sujet des équipements, il y a le sujet d'une certaine manière de casser des cadres trop étroits de métiers où on forme à un métier sans se soucier de ce qui se passe avant et après, sans se soucier du matériau qu'on utilise, ni des conditions d'utilisation du local que l'on construit. Donc, il faut vraiment un engagement qui sera un engagement dans la durée. Donc, un premier pas sera franchi, on est en train de regarder, sera franchi dans cette génération de contractualisation et il y aura d'autres pas par la suite. Mais le fait d'avoir mobilisé, globalisé autour de ça constitue, je crois, un bon point d'appui dans ce programme régional de la formation. Alors, c'est un élan qui est donné. Vous êtes en train de dépouiller l'appel d'offres régional. Les résultats seront connus début décembre. Quels premiers enseignements pouvez-vous déjà tirer de ce dépouillement en cours? Que les actions de formation de la prochaine contractualisation seront différentes de ce qu'elles étaient pour la plupart. Elles intégreront à des degrés divers un certain nombre de choses. De nouvelles formations vont apparaître. Et ce que je retire comme enseignement, c'est qu'il nous faut accompagner dans la durée les organismes de formation. Parce que finalement, il y a eu un certain nombre, François Bonneau, de résultats qui allaient dans le bon sens, mais parfois un peu décevants, où les établissements de formation sont restés sur leur périmètre naturel d'intervention
sans forcément répondre à l'entièreté de votre demande? Alors, ceux qui ont été retenus, ceux qui seront retenus sont bien évidemment ceux qui ont été le plus attentifs à cette orientation forte de notre commande et, je vous disais, l'accompagnement dans la mise en œuvre. Parce que c'est pas parce qu'on est retenu que on sait précisément que dans 2 ans ou dans 4 ans, l'action de formation qui se déroulera sur tel ou tel territoire aura tel ou tel contenu. Il y a ensuite tout un travail qui est fait pour l'adaptation publique, pour l'adaptation au métier dont il est question, pour l'adaptation au territoire. Et dans ce travail-là, nous allons accompagner les organismes de formation. C'est tout le challenge. Le travail n'est pas terminé et on ne le reprendra pas dans 4 ans. Le travail se poursuit avec, je parlais de la réunion de septembre qui avait été tout à fait intéressante, de septembre 2019 qui avait été tout à fait intéressante, où on s'était regroupé autour de ce challenge. Eh bien, des réunions comme celle-là, des accompagnements individuels d'organismes de formation comme ceux dont je parlais, seront absolument nécessaires et mis en œuvre. Et donc avec des actions de partenariat pour promouvoir des partenariats entre les organismes de formation, professionnaliser les organismes, former les formateurs, enfin bref, des axes de professionnalisation. Vous savez, dans cette région, et il y a peu de régions qui l'ont fait, nous avons engagé une COP. Une COP qui est une COP action, c'est-à-dire la mobilisation la plus large possible des professionnels, des citoyens, des institutions pour avancer véritablement dans cette performance énergétique, cette protection de notre planète, cette économie vers cette économie décarbonée, etc., etc. Pour y parvenir, les gens n'y parviennent pas seuls, ils ont besoin d'être accompagnés. Eh bien, pour être accompagnés, on leur a proposé de former des coalitions d'organismes qui, par exemple, vont être mobilisés sur ce même sujet, des coalitions d'organismes avec des entreprises qui les environnent, et nous allons avoir la mise en place de coalitions dans le cadre de notre COP, de coalition pour franchir ces étapes. C'est vraiment un immense chantier collectif et je ne veux surtout pas qu'il soit abordé par l'idée de la contrainte. On n'est pas dans la contrainte, on est dans tout le contraire, on est dans la mise en énergie, dans l'imagination convoquée pour créer des nouvelles conditions de sensibilisation et de formation à cela. Et quand on est sur de la création, bien évidemment, c'est un travail qui est un travail progressif, c'est un travail qui est enthousiasmant. Ces coalitions d'organismes avec leur territoire, avec les entreprises, sont de vraies opportunités pour que les organismes aillent encore plus près de la réalité, pour que les entreprises qui cherchent des compétences viennent chercher des compétences qui sont des compétences en mouvement. C'est un grand, grand projet régional. Merci beaucoup, François Bonneau. Merci pour votre témoignage. Merci. Voilà pour cette interview enregistrée hier avec le président de la région Centre Val-de-Loire. Alors, beaucoup de choses à dire, hein, bien sûr, sur le verdissement du programme régional de formation, sur aussi la professionnalisation de la filière, et on reviendra sur cet aspect de professionnalisation dans quelques minutes, hein, si vous le voulez bien. Antoine Amiel, alors, sur la manière de construire de nouveaux référentiels, sur la méthodologie pour, avec les acteurs professionnels, mieux inscrire les attendus écologiques dans une offre de formation. Quelles sont vos préconisations et vos pratiques à vous en tant qu'organisme de formation? Vous êtes sollicité par des grandes entreprises, par des branches professionnelles aussi. Oui, alors il y a effectivement 2 éléments de réponse. Il y a comment détecter les besoins des entreprises et les besoins du marché du travail en termes de compétences pour construire ensuite des parcours de formation. Et il y a ensuite comment transformer l'offre de formation et l'animation des sessions et des dispositifs eux-mêmes. Sur le premier point, ce qu'on observe beaucoup, c'est dans beaucoup d'entreprises, plutôt de grandes entreprises, des gros sujets d'acculturation assez massifs aux enjeux de la transition écologique, un petit peu comme on a pu le faire et comme on continue à le faire autour de l'acculturation au numérique. D'ailleurs, il n'est pas exclu que l'acculturation à la transition écologique connaisse les mêmes déboires que l'acculturation au numérique, à savoir des choses parfois un petit peu génériques, très généralistes, pas très proches des métiers, pas toujours proches du vécu des salariés, hein, des Français, et où finalement on présente une certaine vision de l'écologie qui n'est pas forcément celle qui est partagée par tous, un peu comme on l'a fait avec le numérique, où on a souvent dit que les Français n'étaient pas très matures sur le numérique, parce qu'en fait leurs usages ne correspondaient pas à ceux qu'on imaginait être les bons, et en réalité ils en avaient d'autres. Et donc on peut reproduire un petit peu ce biais-là. En tout cas, c'est un risque à identifier.
Ensuite, il y a un deuxième axe qui est vraiment de l'accompagnement de métiers très précis dans le secteur de l'automobile, dans le secteur du traitement de l'eau, dans ce type de secteur. On va vraiment investir massivement dans des programmes de montée en compétences qui parfois changent assez fortement le métier et la pratique. Et puis après, il y a une troisième configuration, on va dire, qui sont plutôt liées à des transformations industrielles où beaucoup d'entreprises qui ont de grosses chaînes logistiques, des chaînes d'approvisionnement, de gestion des stocks, etc., et de production, investissent dans la transformation de leur appareil industriel, ce qui de fait change le geste métier, change le poste de travail, et où finalement, ce n'est pas tant le sujet écologique qui est un enjeu que l'adaptation de cette personne à un nouveau poste de travail où elle va devoir gérer des tâches différentes, des gestes métiers, des tâches de gestion, de la manipulation de données, de la production et de la maintenance. Et ça, on le voit beaucoup dans le secteur de l'industrie automobile ou dans d'autres, où un opérateur est amené à être à la fois opérateur, mais aussi technicien, et à de plus en plus utiliser des outils data et des outils digitaux pour gérer son appareil de production. Et donc, ce n'est pas tant l'écologie qui est en jeu là que l'adaptabilité d'un individu dans un poste de travail qui est très reconfiguré et très transformé. Brigitte Trocmé, alors, même question hein, sur la manière de travailler avec les professionnels, mais avant que vous répondiez à cette question-là, il y a deux questions des internautes pour vous. Je vous lis la première, question de Franck. Au-delà du verdissement engagé sur les formations et les certifications, quels moyens se donne actuellement l'éducation nationale pour détecter les métiers émergents dans le domaine de la transition écologique? Première question. Alors, avec des réponses assez courtes hein, pour qu'on puisse en prendre le maximum. Hein, je pense que la question de la veille sur les besoins en termes de nouvelles compétences ou de nouveaux métiers dans le champ de la transition écologique est forcément, si je puis utiliser un terme du commerce, multicanal. C'est-à-dire qu'en fait, on doit mobiliser toutes sortes d'outils depuis des études qu'on commandite. Hein, je l'évoquais, nous, on avait par exemple commandé une étude dès 2007-2008. Ce sont aussi toute une série de signaux qu'on a. Enfin, il y a beaucoup de littérature hein, là-dessus. Il s'écrit beaucoup de choses. Il y a les débats qu'il y a, par exemple, la France Compétences. Hein, j'ai siégé à la commission certification un certain temps, donc on a pu voir émerger ces questions-là. Il y a aussi des signaux faibles. Les signaux faibles, ce sont tous ceux qui sont engagés dans la formation, qui sont au quotidien avec les professionnels dans les différentes entreprises, qui en captent un certain nombre au travers de l'accueil des stagiaires, de l'accueil des jeunes en formation professionnelle initiale, au travers des échanges sur les métiers et sur les besoins des métiers. Et ça va, y compris ces signaux faibles, jusqu'à, je vais citer un exemple qui peut étonner certains, mais qui est par exemple le jury de VAE. À mon sens, siéger en jury de VAE, c'est un très bon moyen, si on a l'oreille, d'entendre ce qui se passe aujourd'hui dans des métiers, et ce qui est de l'ordre du signal faible et qu'il va falloir intégrer dans des logiques. Donc ça, c'est autant de moyens de repérage. Alors, il y a une deuxième question qui est, y a-t-il des projets en cours à l'Éducation nationale de nouvelles filières et de nouveaux diplômes liés à la transition écologique? Et ça fait une transition précisément avec cette deuxième grande séquence de questionnement autour de, une fois repéré le besoin, quels exemples, quelles illustrations pouvez-vous donner de besoins que vous avez identifiés, vous, ou de demandes d'acteurs professionnels? Alors, je pourrais en citer beaucoup. Et alors, d'abord, pour dire, finalement, je crois que dès 2008, pour revenir au Grenelle de l'environnement et à ce qu'on appelait à l'époque l'économie verte, au fond, il y avait un consensus assez général sur le fait qu'il y avait finalement assez peu de métiers nouveaux. Mais, oui, et ça, c'est un constat qu'on a fait hein, lors des 2 premières webconférences. Et ça, on le disait déjà il y a 12 ans. Oui. Et en tout cas, sur les niveaux dont nous avons la charge, entre le niveau 3 et le niveau 5, il y a assez peu de nouveaux métiers. Il y a des nouvelles compétences, des nouveaux savoirs et beaucoup de nouvelles manières d'exercer le métier. Et notamment avec la question des logiques de coopération, de travail en mode projet, etc. Ça, c'est la première chose. Alors, pour autant, par exemple, dès 2009, il se trouve que nous avons créé un diplôme, alors pour le coup, qui avait qui est bien ciblé là-dessus, qui est une mention complémentaire, donc un diplôme qui est une spécialisation post-bac, une mention complémentaire post-bac pro de technicien en énergie renouvelable. Très clairement, cette mention complémentaire, c'était une demande des professionnels. Et je dirais, pour dire les choses assez simplement, que dans le champ du bâtiment, jusqu'alors, les logiques de
on va dire, transition énergétique, c'était pas ce qu'on disait à l'époque, mais était très porté à l'interne, dans les groupes de travail des CPC, parler de biomasse, parler d'économie d'énergie, mais de logique environnementale, était très porté à l'interne et je dirais accepté par les professionnels. Cette mention complémentaire-là, elle était demandée pour les professionnels. Et si je résume de manière un peu triviale, elle était portée par les professionnels. Pourquoi ? Parce que c'était une demande des particuliers d'installation de panneaux photovoltaïques, pour résumer les choses un peu trivialement, et que les artisans du bâtiment se faisaient prendre les marchés de l'installation par les fabricants de panneaux photovoltaïques. Et qu'au fond, Alors, il y avait un marché. Ça. Et là, il y a une vraie demande de professionnels. Alors, on va poursuivre sur des exemples pratico-pratiques, comme nous le demande d'ailleurs un internaute. À certains endroits, vous allez sur des colorations sectorielles, voire régionales. Un exemple alors très court qui illustre ces colorations possibles. C'est parce que nos diplômes, ce sont des diplômes qui sont ouverts à toutes les voies, mais qui sont beaucoup en formation initiale. Et la demande de création d'un diplôme en formation initiale, c'est un outil très lourd, c'est très important, c'est très demandé parce que ça rend visible le métier, le besoin, etc. Donc on est très sollicité pour des demandes de ce type-là, mais il faut prendre garde. Et je vais rebondir sur un exemple qui est l'exemple. Alors il se trouve, je ne le savais pas, que le président Bonneau a évoqué la question de l'éolien. Nous avons été sollicités, d'ailleurs Laurence Parisot le cite dans son rapport. Le ministère de l'Éducation nationale, il lui a été demandé il y a quelques années de créer à toute vitesse un diplôme pour la maintenance de l'éolien maritime. Et parce qu'il y avait tous ces grands projets en Normandie pour aller vite. Et donc on y a réfléchi, on voyait bien où était l'enjeu. Et en fait, notre réponse, elle a été une réponse de prudence, mais on a répondu. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, on a créé dans un BTS de maintenance des matériels qu'on rénovait, on a créé une option, il y en avait deux autres, de maintenance des systèmes éoliens. Parce qu'au fond, il y a des compétences qui sont communes à d'autres sujets de maintenance, et puis il y a une spécificité de la maintenance de l'éolien. Donc l'idée, c'était que, il fallait qu'on soit prudent sur une attractivité peut-être un peu trop importante en formation initiale. Deuxièmement, sur le fait que les carrières dans la maintenance de l'éolien sont assez courtes, parce que c'est quand même du travail en hauteur, et on n'a pas forcément envie de faire ça toute sa vie, et qu'il y a des conditions physiques, etc. Donc il fallait maintenir une employabilité plus large. Et Laurence Parisot le souligne dans son rapport, il se trouve que les emplois de l'éolien maritime n'ont pas été là. Et donc, heureusement que nous avions fait une approche plus prudente, qui était une option d'un diplôme qui donne du champ sur la maintenance et qui ne se limitait pas à l'éolien maritime. Voilà. Merci Brigitte Trocmé. Alors, Gilles Pascal, en matière d'éolienne d'ailleurs, je crois qu'il y a un titre qui s'appelle Technicien supérieur de maintenance d'éoliennes, qui a été créé grâce à vos travaux de veille. Il y a une question d'ailleurs d'un internaute qui dit « OK pour les éoliennes, mais pensez-vous que les formations actuelles soient disponibles pour une filière comme celle des PAC, les pompes à chaleur, où l'on parle de dizaines de milliers d'installations par an ?» Alors, tout d'abord, pour parler de l'éolien, oui, comme le soulignait le président de région, oui, c'était vraiment un besoin des territoires que nous avons pu observer il y a plus de 5 ans déjà. Nos études nous ont conduit à la même prudence que le ministère de l'Éducation nationale, mais elle s'exprime différemment pour le ministère du Travail. Ça a été de créer une expérimentation à échelle réelle. Nous avons développé cette formation depuis 2017, technicien supérieur de maintenance d'éoliennes, en conditions réelles et en proximité très très grande avec les entreprises. Les entreprises ont été sollicitées en amont même de la formation pour déterminer des périmètres de compétences les plus réalistes possibles. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de création de titres immédiatement, mais une expérimentation pendant 3 ans à l'issue de laquelle finalement vous regardez les résultats et si le besoin est là. Voilà, et cette issue est aujourd'hui, et je vous annonce d'ailleurs que ce titre va paraître au journal officiel à la mi-novembre, puisque l'expérimentation est une pleine réussite, et les chantiers maritimes qui ont été beaucoup retardés, comme ça vient d'être dit, démarrent en ce moment, et donc l'attendu des emplois est énorme. En fait, les courbes sont encore plus fortes que celles que nous avions observées à l'époque. Et dans ce cas-là, vous avez des stagiaires qui passent un examen à blanc et qui rétroactivement peuvent se prévaloir de cette certification? Voilà, alors c'est très bordé bien sûr pour que ce système puisse fonctionner. Nous sommes en train de le finaliser avec le ministère du Travail et à partir de mi-novembre, comme je viens de dire, le titre pourra se passer de plein droit, comme tous les titres professionnels. Autre exemple, Gilles Pascal,
de création de formats qui sont donnés pour répondre à des besoins en compétences que vous avez identifiés? Alors, de format, après, ça peut être un titre tout court, c'est-à-dire quand le besoin de formation est avéré sur un nombre de populations, de salariés en devenir significatif, nous avons des titres comme agent de dépollution des sols ou des mécaniciens. Alors, ce n'est pas une création, ça, mais mécaniciens automobiles, ça a été très, très impacté puisqu'on embarque maintenant les véhicules électriques, des choses comme ça. Et donc, après, ce sont des offres, mais qui ne sont non certifiantes. Ce sont ça peut être des demandes. Nous avons travaillé beaucoup pour Renault, par exemple, sur la manipulation des fluides frigorigènes pour les clims sur les véhicules. Et en instrument, l'incubateur, aujourd'hui, c'est vraiment l'instrument roi pour expérimenter des nouveaux métiers. Joël Guyot, sur l'enseignement agricole, vous avez également identifié un certain nombre de besoins et vous avez mis en place de nouvelles formations. Alors, plusieurs exemples, notamment concernant les unités de méthanisation. Il n'y avait pas de formation. Non, il n'y avait pas de formation. Alors, on a créé effectivement un certificat de spécialisation il y a l'année dernière, responsable d'une unité de méthanisation à la demande en fait des professionnels et puis je dirais aussi du ministère de l'Agriculture, de la Direction générale de la production des échanges dans le cadre en fait du plan de bioéconomie, de développement de la bioéconomie. Nous, en fait, on marche aussi, on intervient sous l'impulsion, évidemment, en fait, des plans que le ministère, des politiques publiques que le ministère de l'Agriculture met en place. En fait, c'est très, très fort dans notre, comment dirais-je, c'est très lié, si vous voulez, notre pilotage de l'offre de formation est quand même lié aux besoins, en fait, au plan que met en place le ministère de l'Agriculture en réponse, en fait, aux évolutions nécessaires de l'agriculture. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois de nouvelles formations, Joël Guyot, comme effectivement ce certificat de spécialisation de responsable d'unité de méthanisation, avec aussi une mention complémentaire qui est ajoutée, qui est adossée. Et puis, vous construisez également, et ça c'est un peu nouveau dans la démarche, des unités, des parties de diplôme, comme c'est le cas avec la Guadeloupe et la Martinique notamment. Oui, alors ça c'est tout nouveau, c'est un exemple un petit peu, on le lance, nous sommes interpellés, oui, de temps en temps. Là, pour le coup, on a été interpellés par 2 départements d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, qui sont confrontés à la lutte contre, comment dirais-je, qui sont confrontés à la pollution en fait des sols par la molécule chlordécone, et ça leur pose énormément de problèmes. Notamment dans les pratiques, dans les conduites d'élevage, les conduites, évidemment, en fait, des productions qui vont ensuite être consommées par les citoyens. Et ils sont demandeurs, en fait, de concevoir, en fait, une formation pour qu'ils s'en sortent. Et donc, du coup, on a eu l'idée, en fait, on sait que dans nos diplômes, on laisse, en fait, une marge d'initiative pour adapter localement en fait les formations. Et on a dans le brevet professionnel, on a un dispositif d'unité de capitalisable d'adaptation régionale. Et habituellement, nous, au niveau national, on laisse faire en fait les établissements et ils font comme ils veulent. Et là, finalement, on s'est dit, il faut les appuyer. Donc, on a mis en fait à la disposition des acteurs locaux et on va le faire avec eux, nos capacités d'ingénierie de formation. Donc, on va construire avec des acteurs locaux une formation qui va s'adapter directement en fait aux besoins de ce territoire. Et ça, d'une manière finalement assez souple, assez rapide, parce qu'en fait, c'est pas un diplôme entier, c'est une petite partie de diplôme, mais qui vaut quand même bloc de compétences. Et manifestement, donc ça a été, bien pris. Et c'est un élément effectivement intéressant à relever. Vous parliez de marge d'autonomie locale, c'est-à-dire que dans un certain nombre de diplômes, il y a 15 à 20% des heures qui sont cadrés en nombre d'heures, mais qui sont libres sur l'objet et qui peuvent être adaptés à des enjeux locaux, à des enjeux d'écosystèmes régionaux. Vincent Caputo, alors vous parliez tout à l'heure de
d'une méthodologie, d'une grille de questionnement pour aider à construire de nouveaux référentiels. Mais avant de vous adresser cette question, il y a 2-3 questions des internautes que j'aimerais vous relayer. Il y en a une notamment de David qui nous dit pratiquement à qui et comment faire remonter les demandes concrètes de formation en compétences spécifiques d'une filière. Alors, si on est sur des compétences spécifiques, on est plutôt sur, comment dire, sur le répertoire spécifique, hein, puisque ça concerne que ce soit une compétence transversale, que ce soit une compétence complémentaire, on est plutôt sur ce type de répertoire, c'est-à-dire le répertoire spécifique. Maintenant, si on est sur une filière, je pense qu'il faut faire remonter la question, en tout cas, à quelque chose, à une instance qui est plus représentative de la branche ou de la filière. Je crois que, voilà. Donc, autre question peut-être. Alors, les témoignages, nous dit Rachel, évoquent beaucoup l'évolution des métiers des secteurs primaires et secondaires, moins du tertiaire. Qu'en est-il pour ce dernier? Avez-vous des éléments dans le cadre de l'appel à contribution que vous avez fait sur les services? Alors, je ne sais pas dans quelle branche ou dans quel secteur, mais je pensais par exemple à un autre métier qui apparaît dans la liste au titre de l'année 2020, qui est collecteur de biodéchets. Bon, c'est collecteur de biodéchets, c'est à la fois du transport, c'est à la fois du recyclage de déchets. Voilà, donc on est là aussi sur des problématiques. Le collecteur de biodéchets, c'est en milieu urbain. Voilà, c'est une nouvelle organisation, nouvelle façon de collecter les déchets organiques en milieu urbain. Donc, il y a pas mal d'exemples également dans le secteur tertiaire. Pour aider les entreprises, Vincent Caputo, pour aider les branches professionnelles à avoir un questionnement qui permette d'inscrire des attendus écologiques dans les besoins en compétences et la construction d'une offre de formation, quel type de questionnement peut-on avoir? Vous êtes parti sur quelle méthode? Alors, quand on est sur une offre de certification, il y a 2 démarches, ou en tout cas 2 temps. Il y a un premier temps où il est possible d'intégrer des évolutions de compétences sur le champ, par exemple, de la transition écologique. Quand on dépose un dossier, la première chose qu'on demande au certificateur, c'est de nous prouver qu'on est bien en face d'un métier et que par rapport à cette question du métier, on va lui demander de nous produire une note d'opportunité dans laquelle on va essayer de lui demander de dessiner le périmètre de l'activité, mais surtout de savoir comment il a fait pour dessiner ce périmètre d'activité du métier, avec qui il a construit ce métier, avec quels acteurs, est-ce que ce sont des entreprises, est-ce que ce sont d'autres acteurs, de manière à ce qu'il nous donne des éléments ou des preuves de crédibilité sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour se dire oui, là, on est véritablement sur une démarche co-construite avec les acteurs du territoire ou avec d'autres acteurs du champ professionnel ou du secteur professionnel. Ça, c'est une première chose, mais elle est importante. C'est ce qu'on appelle la note d'opportunité pour le répertoire national et c'est ce qu'on appelle la valeur d'usage pour le répertoire spécifique. Et pour nous, ça, c'est majeur. C'est le positionnement du certificateur lorsqu'il va à la fois présenter sa méthode, ses outils, pour essayer de nous dire, voilà, le métier sur lequel je vous présente une certification. Puis il y a une deuxième étape, mais qui est récurrente, c'est au moment du renouvellement de la certification, où là, on voit effectivement apparaître des évolutions de blocs de compétences à l'intérieur de certifications existantes, où là, on nous dit, ben là, je voudrais réintégrer, par exemple, notamment dans le secteur secondaire ou dans le secteur primaire, tel ou tel bloc, parce que j'ai constaté des évolutions de compétences sur ce secteur, notamment sur l'optimisation d'énergie. Je pense à l'industrie, où on a pas mal de choses autour de la qualité environnementale, ce genre de choses. Et dans l'industrie, par exemple, dans le cadre de renouvellement, on a une prise en compte avec des blocs complémentaires à l'intérieur des certifications.
Alors, merci. Nous avons vu ensemble comment travailler sur ces référentiels, comment les élaborer, quelle forme ça peut prendre, des diplômes, des titres professionnels, des certificats de spécialisation, des colorations sectorielles, régionales. Ça peut prendre aussi la forme de demandes qui sont faites aux organismes de formation sur des formations qui ne sont pas forcément certifiantes ou pas forcément qualifiantes. Faut-il former autrement? Je vous propose d'entendre la réponse de Jean-Marc Augier, c'est le président de l'Université de La Rochelle. Interview enregistrée il y a quelques jours, et lui en est convaincu qu'il faut former autrement. Il est à la fois président de l'Université de La Rochelle et président du comité de transition écologique de la conférence des présidents d'université. On l'écoute. Jean-Marc Augier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du comité de la transition écologique de la conférence des présidents d'université, une instance multipartenariale qui se réunit tous les mois. Sur quel type d'enjeux échangez-vous et sur quoi peuvent déboucher ces échanges? Bien, effectivement, la conférence des présidents d'université est organisée en commission et comité, et parmi ceux-ci, il y en a un qui concerne la transition énergétique et écologique que j'ai le plaisir de co-présider avec Annick Allègre, la présidente de Paris 8. C'est un espace d'échange très collectif qui réunit les présidents ou vice-présidents concernant toutes les questions relatives à la transition écologique et énergétique, et nous couvrons tous les domaines, toutes les problématiques liées à la transformation nécessaire de nos universités pour affronter ces grandes transformations sociétales que nous connaissons, avec ici les questions écologiques et énergétiques. Ça concerne les questions, ça peut concerner les questions immobilières, ça peut concerner les questions de mobilité, ça peut concerner les questions de formation, tous les sujets, les questions de gestion des déchets, d'économie circulaire, toutes les problématiques sont abordées à l'occasion de ces sessions. Vous échangez sur les bonnes pratiques, vous faites un focus sur une bonne pratique à chaque réunion. Sur quoi peuvent déboucher ensuite ces échanges? Alors effectivement, chaque séance est d'abord consacrée à un temps d'actualité au cours duquel on informe la communauté des dernières informations, des dernières contraintes réglementaires ou des évolutions législatives, et ensuite nous faisons un focus qui consiste à cibler une bonne pratique que nous avons identifiée au niveau de la CPU et dont le but est de faire de la dissémination auprès des autres établissements afin que cette bonne pratique puisse être connue par les autres et être partagée. À terme, l'ambition de toutes ces dissémination est de mettre en place des outils qui sont partagés par nos collègues présidents afin de leur faciliter la vie dans l'implémentation à leur propre échelle de la transformation qui est nécessaire autour de ces problématiques de transition écologique et énergétique. Alors précisément, Jean-Marc Augier, l'appropriation des enjeux de la transition écologique, on le sait, elle est longue, elle est complexe, elle est transverse. Quel support méthodologique pourrait être proposé aux universités et plus particulièrement aux présidents d'université pour capitaliser sur les travaux de votre comité? Bien sûr, c'est une très bonne question. Ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est qu'à l'issue de chacune des séances que nous organisons mensuellement, nous avons des comptes rendus qui sont diffusés à l'ensemble de nos réseaux de partenaires, que ces réunions, d'ailleurs, il faut quand même le citer, sont aussi organisées concomitamment avec des manifestations d'ordre national que nous organisons, auxquelles nous participons avec la CPU, la conférence des grandes écoles, qui sont des lieux de partage d'informations. Donc des comptes rendus sont rédigés, mais également en termes d'outils de méthodologie, il nous semble que la rédaction d'un guide méthodologique pour aider les présidents qui portent l'ambition de contribuer à une transformation systémique de leur établissement, de pouvoir disposer de quelques outils assez simples, émanant de ces bonnes pratiques qu'on a identifiées ici et là, et de manière transversale pour voir comment travailler aux différentes échelles, parce que la transformation systémique des universités sur ces problématiques d'énergie et d'écologie est globale, et donc leur permettre de voir comment travailler de la gouvernance jusqu'au laboratoire, en passant par des unités de formation. Donc ça peut se traduire par des documents, mais aussi par des séminaires collectifs, bien sûr. Pardon.
En tant que président de l'Université de La Rochelle, vous avez impulsé une transformation très profonde qui est en cours, hein, qui touche à la formation, à la recherche, au campus lui-même, à la vie de l'université. Et vous avez très fortement mis l'accent sur les enjeux de la transition écologique. Quelle est votre approche ? Écoutez, alors, en fait, voilà, c'est un sujet extrêmement complexe. Alors notre approche part tout d'abord d'un constat que aujourd'hui la question de la durabilité est essentielle dans nos sociétés modernes et qu'il faut absolument qu'à toutes les échelles de notre université, qu'il s'agisse de formation, de recherche, de transfert de technologie, mais également de diffusion de la culture scientifique, ou encore même de gestion même de notre propre patrimoine matériel et immatériel, on intègre ces questions parce qu'on voit bien que ne pas intégrer ces questions de développement durable dans toutes les activités est contre-productif pour une société sereine pour les futures générations. Et donc l'approche partant de ce constat, nous sommes allés à la conviction auprès de nos collègues pour leur dire il est absolument nécessaire de travailler à tous les étages de la formation, de la recherche, de la gestion immobilière, de nos processus internes, les ressources humaines, les finances, et d'engager une profonde transformation avec tout d'abord à mes côtés une vice-présidence dédiée à cette question. Donc j'ai à mes côtés un vice-président qui est emblématique de cet objectif, des référents de ces questions dans toutes les composantes et dans toutes les filières qui se font le levier de cet objectif politique que nous donnons collectivement dans cette transformation globale. Comment l'offre de formation intègre-t-elle les enjeux de la transition écologique? Quels sont vos objectifs à terme? Quels sont les freins et les leviers pour transformer cette offre? Alors, les enjeux de la formation aujourd'hui d'un jeune étudiant dont on espère qu'il deviendra un citoyen éco-responsable, un citoyen du monde, sont de lui transmettre des connaissances, bien sûr, qui sont disciplinaires, de lui permettre de développer des compétences, de travailler son esprit critique. Et donc, et de développer son sens de la responsabilité. Pour atteindre cet objectif, nous avons décidé de transformer profondément notre offre de formation et de casser les silos disciplinaires historiques qui préexistaient dans les universités françaises pour désormais offrir à nos étudiants une offre de formation organisée en majeurs et en mineurs, majeurs et mineurs qui sont soit des majeurs et des mineurs disciplinaires, donc qui peuvent être de différentes disciplines, mais également des mineurs métiers débattus avec les branches professionnelles qui peuvent nous aider aussi à lutter contre le décrochage. Et il y a des mineurs qui sont en lien avec la transition écologique. C'est ça, il y a des mineurs. Alors évidemment, il y a des mineurs qui sont par nature disciplinaires, certains qui émanent des branches métiers, et des mineurs qui sont liés à la transition écologique. Et l'ambition de tout ça, hein, c'est bien sûr de permettre, au-delà des questions liées à la transition écologique, de permettre à nos étudiants de travailler sur les problématiques de complexité du monde. Un exemple de mineur peut-être lié à la transition écologique? Oui, je voulais juste dire qu'il y avait aussi une question de plasticité intellectuelle. Sortir des silos disciplinaires permet à nos étudiants de travailler leur plasticité intellectuelle. Donc un exemple de mineur lié à la transition écologique, c'est par exemple une mineure sur la croissance bleue que nous sommes en train de développer dans le cadre de notre université européenne avec nos partenaires européens, ou une mineure liée au tourisme durable. Voilà, ce sont véritablement des mineurs au cours desquels les étudiants sont formés, par exemple sur le tourisme durable, à la conception d'écosystèmes territoriaux qui permettent de travailler dans une offre touristique massive, intégrant de manière systématique les enjeux liés au développement durable. Il y a encore beaucoup à dire, mais une dernière question, Jean-Marc Augier. Au plan européen, vous coordonnez un projet d'université européenne sur le littoral urbain intelligent avec 5 autres universités de l'Union européenne. Comment ce projet peut-il, là encore, contribuer à faire évoluer l'offre de formation en lien avec les enjeux de la transition écologique ? Alors oui, effectivement, donc j'ai la chance et le plaisir de coordonner une des 41 premières universités européennes qui viennent d'être créées, en réalité une des 17 premières parce qu'il y a eu 2 tours dans la création de ces universités. Et donc là, l'opportunité que nous offre cette université européenne, c'est de bénéficier d'un panel de compétences extrêmement élargi, puisqu'on va chercher dans toutes les universités européennes qui sont membres de notre alliance des compétences les plus spécialisées dans le domaine de la transition écologique, et qu'on va pouvoir
utilisé pour diffuser de nouvelles compétences et diffuser des connaissances et permettre à nos étudiants de développer des compétences sur ces questions de transition écologique dans un contexte européen. La perception de ces enjeux est assez hétérogène, hein, peut être assez hétérogène au plan européen. Il est intéressant d'avoir ce regard pluriel, en tout cas européen, de la part de professeurs situés en Lituanie, en Grèce, en Espagne, en Allemagne ou en Irlande. Avec à chaque fois cette question du littoral qui est au cœur de ces échanges et avec l'objectif d'aboutir à un diplôme européen. Oui, c'est ça. Notre établissement, à la fois La Rochelle et cette université européenne, sont toutes deux des universités qui se veulent spécialiser sur ce grand défi sociétal qui est celui du développement durable en zone côtière, qu'on a appelé littoral urbain durable intelligent, et dont l'ambition est de travailler justement de manière systémique, de manière holistique, sur tous les leviers qu'il faut activer pour assurer un développement durable en zone côtière, qui est une problématique mondiale, puisque on a aujourd'hui à peu près 60% de la population mondiale qui vit en zone littorale, ce qui pose de nombreux problèmes autour de la biodiversité, des techniques de pêche, mais également des problématiques de submersion, des problématiques de construction durable. Hein. Le génie civil en zone littorale n'est pas le même génie civil que celui en zone urbaine. Il y a de nombreuses questions et notre approche européenne vise justement à mutualiser toutes ces compétences sur ce sujet. Merci beaucoup pour votre éclairage, Jean-Marc Augier. Je vous en prie. Alors, je vais proposer à nos intervenants un dernier tour de table. Jean-Marc Augier a soulevé un certain nombre de problématiques, d'enjeux, sur notamment comment former autrement. J'aimerais vous demander aux uns et aux autres quelles sont vos préconisations, votre analyse sur se former autrement et sur aussi, bien sûr, former les formateurs. On va commencer avec Joël Guyot. Tour de table assez rapide, Joël Guyot. Alors, on ne vous entend pas, Madame Guyot. Vous avez dû couper votre micro. Voilà, c'est bon. Voilà, donc voilà, quelques messages. Effectivement, je ne vais pas être long, mais je pense que nous, ce qui a été important, en fait, comme fil conducteur, donc donné, précisé pour la rénovation, par exemple, du bac pro conduite et gestion de l'entreprise agricole, donc pour l'intégration de l'agroécologie, c'est de dire qu'il faut apprendre à raisonner, il faut apprendre à penser plutôt qu'apprendre à appliquer ou à appliquer des recettes ou des choses bouclées, clés en main. Donc voilà, le raisonnement voilà, parce qu'une situation est complexe, apprendre à penser. Et vous me disiez que ce qui était intéressant à voir, c'est qu'il y a beaucoup de formations au niveau national, au niveau régional, etc. Mais que les formations classiques par groupe de 12 ou 15, ça marche pas forcément très bien. Ce qui marche bien, c'est de pouvoir accompagner des équipes sur le terrain en mélangeant, en fait, en mixant les personnels enseignants de toutes les disciplines, techniques et générales, et en même temps des personnels aussi de l'exploitation agricole des lycées pro, par exemple. Oui, tout à fait. En fait, on a mené une recherche-action, un accompagnement. On s'est aperçu, en fait, que effectivement, vous m'entendez? On vous entend absolument. D'accord. On s'est aperçu qu'on a fait beaucoup, en fait, entre 2014, même avant 2014, des formations de transfert de connaissances sur des sujets de la transition écologique. Ça marchait, en fait, c'était intéressant, mais ça ne produisait pas d'effet, en fait, dans les établissements. Et ce qui produit de l'effet, ce sont des formations qui accompagnent l'équipe dans sa complétude, c'est-à-dire tous ceux qui vont intervenir dans la formation de la filière en question et qui associent à la fois, qui ne mettent pas à l'écart les profs des disciplines générales. C'est vraiment un projet commun qui est demandé, là, en fait, à l'équipe pour donc enseigner la transition écologique. C'était important et on a fait appel en fait aux sciences de l'éducation, en fait, à nos partenaires de AgroSud-Dijon qui ont travaillé donc sur site et sur un cycle entier avec. Alors on l'a fait avec 17 équipes, c'est peu effectivement, mais on a produit des outils, des ressources qu'on va finaliser dans le plan enseigner à produire autrement 2 et qu'on va mettre à disposition de tous les établissements. Alors, effectivement, sur place, ce qui marche aussi, et ça c'est incontournable, c'est le lien entre l'équipe pédagogique du lycée
et à côté, l'équipe de l'exploitation agricole, parce qu'on a dans les établissements d'enseignement agricole, on a souvent en majorité une exploitation agricole ou des partenaires professionnels à côté. Et donc, c'est ensemble, en fait, hein, c'est un projet qui doit aussi associer en fait, les professionnels d'une manière encore peut-être plus étroite qu'auparavant. Merci Alors, pour ce partage d'expérience. Alors, On poursuit le tour d'horizon, mais sinon oui, on va vraiment prendre beaucoup de retard. Merci. Okay. Il y a un défi aussi qui est de former les enseignants et les examinateurs à approfondir sur un certain nombre de sujets. Brigitte Trocmé, rapidement, comment vous avez intégré dans l'évaluation l'acquisition des nouvelles compétences vertes et c'est bien de l'intégrer dans l'évaluation, mais il faut aussi que les modalités pédagogiques tiennent compte de ces nouvelles compétences. Voilà. Alors, je crois, bon, c'est essentiel que les référentiels intègrent les compétences et les connaissances, etc. Mais bon, un référentiel, un examen, quelle que soit sa forme, hein, il est généralement par sondage, comme on dit. Et donc, c'est très important qu'on se donne les moyens d'être sûr que la problématique de transition énergétique, elle soit bien intégrée. Et elle passe au travers de gestes, mais elle passe au travers de manières d'exercer, elle passe au travers de compétences. Alors, il y a, je dirais, l'arme secrète dite du sujet d'examen, c'est-à-dire qu'en fait, si, je dis ça un peu sous forme de boutade, mais si dans les épreuves pratique ou théorique, etc. On a vraiment cette entrée qui vérifie que la manière dont l'activité professionnelle, dont l'acte professionnel est mis en œuvre, mobilise des gestes, des manières de faire, etc., qui sont vraiment au cœur de la problématique du développement durable. C'est très puissant comme outil parce que ça rétroagit sur les formateurs pour les années suivantes. Hein. Donc ça, c'est une petite arme secrète. En même temps, une des difficultés, je le disais, c'est que en matière de développement, mais c'est une difficulté et à la fois un défi, je trouve très exaltant. La problématique du bon travail, entre guillemets, de la bonne pratique en matière de transition énergétique, elle est souvent collective, elle est souvent partagée, que ce soit entre niveaux, du concepteur de l'objet au praticien, de l'architecte au maçon, pour résumer dans le secteur du bâtiment, mais elle est aussi partagée en horizontal entre métiers, hein, avec des logiques parfois un peu en tuyau d'orgue. Et donc, c'est vrai que c'est absolument essentiel qu'on apprenne aux futurs praticiens à travailler autrement et à travailler ensemble en tenant compte des positions et des acquis des uns et des autres. Et ça, c'est une difficulté parce que comment vérifie-t-on cela dans le cadre d'un examen qui a pour objet une certification individuelle? C'est pas très simple à mettre en œuvre, mais pour autant, moi, je suis absolument convaincue qu'en matière professionnelle, c'est un enjeu pour nous. Donc, on y réfléchit. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on pourrait réfléchir collectivement, y compris entre certificateurs. Merci beaucoup, Vincent Caputo. Comment on favorise l'interdisciplinarité et la transversalité dans l'offre de formation pour bien intégrer les enjeux liés à la transition écologique? Alors, j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure que la relation à la situation de travail, que l'analyse d'activité était au cœur de la construction d'une certification professionnelle. Pour nous, on n'a pas d'idée arrêtée sur un modèle de formation, mais au contraire une diversité des modalités d'accès adaptées justement aux situations de travail et permettant de développer de la formation en situation de travail quand on peut, de faire de la VAE quand on peut et quand les publics s'y prêtent, mais qu'il y a bien une diversité, une diversification des modalités pédagogiques permettant d'accéder à ces compétences. Je crois que c'est surtout ça en fait, c'est à la fois du pragmatisme, de la diversification et de l'adaptation à des situations qui sont très diverses quand on est en situation de travail. Et ça, vous êtes tous d'accord, hein, je crois, pour dire que finalement, les offres de formation qui sont très orientées développement durable et écologie, mais en thème principal, rencontrent un succès assez relatif et qu'il faut finalement ancrer ces formations-là en lien avec des situations professionnelles. De quelle manière, à l'AFPA, Gilles Pascal, avez-vous acculturé vos formateurs pour les sensibiliser à une nouvelle manière de former? Plusieurs façons. Le premier axe a été une formation de formateurs, un grand plan de formation de formateurs qui a eu lieu il y a plusieurs années et qui continue. Chaque nouvel arrivant passe dans cette moulinette
sur justement, à l'époque, on parlait donc de développement durable, comme ça a été dit. Qu'est-ce que c'est le développement durable? En quoi nous sommes concernés et pourquoi nous devons nous impliquer très fortement et durablement sur ce plan-là. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect ingénierie aussi. Nous avons formé aussi tous nos ingénieurs. Hein. Qu'est-ce que c'est la transition écologique, l'impact des métiers? Et on voit que certaines fois, ça se retrouve dans le cœur des compétences de certains métiers, mais souvent, les métiers ne sont pas complètement impactés, pas directement en tout cas, mais on fait quand même une acculturation générale sur le métier. Et enfin, il y a l'entrée pédagogique, c'est-à-dire la méthode précise d'enseigner, de dispenser des formations où l'on construit des parcours éco-responsables. Et ça peut aller très finement sur l'utilisation, alors évidemment des matières premières, mais pas que, l'agencement des permutations de groupes pour minimiser certaines utilisations de machines, donc diminuer les consommations, etc. etc. Nous entrons aussi, alors ce n'est pas pour les formateurs, mais nous avons formé aussi nos acheteurs, hein, parce que nous utilisons beaucoup de produits dans l'industrie qui sont dangereux pour l'homme et pour l'environnement, hein, des solvants, des teintures et autres, et justement être conscient et être en capacité d'acheter les produits à plus faible empreinte environnementale, par exemple. Donc, toutes les voies sont étudiées et continuent à l'être pour justement imprégner, que ce soit vraiment, ça l'est aujourd'hui, hein, dans la culture d'entreprise vraiment. Antoine Amiel, quel est selon vous le niveau de maturité de la filière formation? Le président de la région Centre-Val de Loire a exprimé le fait que l'appel d'offres qui a été lancé, qui est en cours de dépouillement, avait été un peu décevant. Les organismes de formation sont finalement plutôt restés sur leur périmètre naturel. Est-ce que voilà, il y a encore de grosses marges de progression selon vous, et peut-être comment avancer plus vite pour professionnaliser cette filière? Oui, effectivement, je partage ce constat. Les organismes de formation ont beaucoup de travail à faire sur la transformation de leur offre et la transformation de leur mode d'apprentissage. Il y a vraiment une acculturation globale à mener. Et d'ailleurs, un point intéressant, c'est la place du digital et du distanciel dans l'apprentissage et dans la transition écologique. On présente souvent le distanciel et le digital comme la panacée. En réalité, l'empreinte carbone et l'impact écologique du distanciel est énorme. Aujourd'hui, la vidéo, c'est 4% des émissions à effet de serre. Ce sera 10% dans 10 ans, et dans 10 ans, Netflix sera considéré comme un pollueur et aura une image très négative, au même titre qu'aujourd'hui, certains groupes qui ont une image de pollueur. Et ça, on a dire qu'il faut aussi accélérer ça. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi aller sur des formations, Antoine Amiel, il faut aussi aller sur des formations éco-conçues. Exactement. Avant même d'évoquer le contenu des formations, les modalités de la formation peuvent être un bon moyen de s'approprier les enjeux de la transition écologique. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que toutes les sociétés de formation vont devoir petit à petit travailler sur ce sujet-là. Je pense qu'elles sont plutôt ouvertes, hein, et plutôt disponibles à ça. Il y a un petit sujet quand même d'avoir un référentiel pour s'auto-positionner, savoir d'où on part et sur quoi on peut agir en termes d'utilisation de machines, de temps de transport. Les salles de formation sont-elles ou pas aux normes? Et puis l'utilisation du digital. Et après, il y a des choses très simples et très opérationnelles à mettre en place. Limiter le recours à la vidéo. Nous, chez Learn Assembly, on est un acteur très digital. On fait beaucoup de formations blended ou à distance, mais justement, on essaye de limiter le recours à la vidéo vraiment à certains moments clés, parce que la consommation de vidéos, la bande passante, les coûts de stockage, tout ça a évidemment un impact, et ça va faire partie demain des gestes métiers des professionnels de la formation, et il y aura un énorme sujet de montée en compétences et d'évolution des pratiques d'ingénierie pédagogique, j'en suis convaincu. Encore 3 mots, mais très courts. Est-ce que vous pensez que demain, peut-être qu'un guide méthodologique qui pourrait être co-élaboré avec les acteurs de la formation, dont la FFP, pourrait peut-être permettre aux organismes de formation, quels qu'ils soient, publics, privés, de s'emparer peut-être plus facilement des enjeux de la transition sans repartir de zéro à chaque fois dans une démarche qui peut être lourde lorsqu'on la commence? Alors oui, évidemment, fournir des bases documentaires, des recommandations, des outils pour s'auto-positionner, tout ce travail-là va être nécessaire, et à mon avis, il sera fait, et la collaboration entre tous les acteurs de la filière sera nécessaire pour le faire. Après, l'enjeu reste avant tout un enjeu de société, un enjeu politique. Aujourd'hui, on peut former à la transition écologique, mais s'il n'y a pas d'emploi à la clé, d'emploi durable, comme ça a été dit tout à l'heure,
le vrai sujet, il est là. Ou si les apprenants doivent faire 100 km en voiture pour se rendre dans une salle de formation parce qu'on a déterritorialisé la formation et qu'elle est de plus en plus concentrée, ou alors proposée en digital, alors que ce n'est pas forcément la solution. Je pense qu'il y a des enjeux sociétaux et politiques qui sont bien plus larges que le fait d'équiper les organismes de formation de guides méthodologiques, même si ce sera nécessaire et il faudra le faire dans les prochains mois, je pense, plus rapidement que prévu en tout cas. Merci pour tous ces éléments. Alors, on va conclure avec Sophie Margontier de l'ONEMEV, l'Observatoire national des emplois et métiers de l'économie verte, avec plusieurs informations et ressources supplémentaires importantes à vous délivrer pour prolonger ces échanges. On a vu à travers vos commentaires et vos questions qu'il y avait énormément de questions, parfois très pointues, de demandes aussi sur des ressources documentaires. Que peut-on mettre en avant pour prolonger nos discussions, Sophie Margontier ? Alors, votre micro est coupé, Sophie. Voilà. Ok, c'est mieux. Oui, je voulais déjà indiquer que les ressources seront, qu'on a évoquées aujourd'hui, mais aussi lors des webinaires précédents, seront accessibles sur la page de l'événement, donc du site de France Stratégie, qu'il existe un travail documentaire de compilation de références biblio sur ces sujets qui sont à retrouver sur le site du CEREC, et que l'ONEMEV est en train de travailler à l'élaboration d'une plateforme de ressources sur les questions donc d'emploi et de transition écologique, donc études, initiatives, des travaux, les acteurs qui sont sur cette partie-là, et qui sera accessible début 2021. Alors, en plus de ces éléments, je voulais ajouter quelques références complémentaires, alors qui ne sont pas du tout exhaustives, mais voilà, sachez qu'au niveau de la fonction publique territoriale, il y a un catalogue de formations qui sont consacrées aux enjeux de la transition écologique, qui a été élaboré par le CNFPT à destination de la formation des agents publics, donc des collectivités territoriales, dans le cadre de l'enseignement supérieur. Alors, on a parlé de l'Université de La Rochelle, des projets innovants. Il y a évidemment d'autres universités qui œuvrent sur la transition écologique de manière innovante. Et à ce titre, je voulais citer l'Université Gustave Eiffel. Et en parlant d'établissements d'enseignement supérieur, je souhaitais évoquer la mission qui a été confiée à Jean Jouzel par la ministre de l'Enseignement supérieur en janvier dernier, avec l'objectif de recueillir les initiatives pour accompagner les établissements à faire évoluer leur offre de formation en lien avec la transition écologique. Et ces premiers travaux ont débouché sur une proposition d'amendement au Code de l'éducation nationale intitulée « Sensibilisation et formation aux enjeux de la TE et du développement durable ». Je voulais également évoquer les étudiants parce que ce sont également des acteurs importants sur l'évolution, sur la demande, sur les attentes par rapport à leur formation et leur engagement face aux enjeux environnementaux. Et à cet égard, n'hésitez pas à consulter les résultats donc de la consultation nationale étudiante 2020 qui a été menée par le REFED, qui est le réseau français des étudiants environnement et développement durable. Évidemment, il y a un certain nombre de travaux et d'initiatives sur les enjeux d'évolution de l'offre de formation dans l'enseignement supérieur, et notamment les travaux du Shift Project, les ressources qui sont mises à disposition par l'UVED, qui est l'Université virtuelle environnement durable, et la plateforme FUN, France Université Numérique, sur le champ de la transition écologique. Voilà. Merci Sophie. Alors, il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas pu relayer. Il y avait énormément de questions et de commentaires, mais voilà, que vous allez analyser et auxquelles oui, peut-être dans les prochaines semaines, vous pourrez apporter des réponses spécifiques. Il y avait des questions aussi oui, qui s'adressaient à des interlocuteurs qui n'étaient pas forcément non plus présents à la table ronde. Il y a un enjeu essentiel qui découle de tous nos échanges. C'est celui de la mise en visibilité de l'offre de formation et de son accessibilité, de la facilité d'accès finalement à ces ressources. Et ce sujet-là va être évoqué lors des prochaines webconférences, Sophie. Exactement. Alors effectivement, c'est cette question de comment rendre l'information sur la formation et l'évolution de l'offre de formation facilement accessible pour des étudiants, pour des personnes qui souhaitent se reconvertir, s'orienter. Alors évidemment, il y a des structures qui œuvrent déjà sur le territoire, ces structures de l'orientation et de l'emploi, donc dont c'est le rôle d'informer. Et je pense notamment au CARIFOREF. Mais derrière cela, il y a donc cette question de l'accompagnement
d'accompagnement dans la démarche de formation, de porter à connaissance sur l'offre qui existe. Et le sujet de l'accompagnement dans les parcours, sera abordé lors de la prochaine webconférence. Donc là, du coup, j'en profite pour vous annoncer la 4e webconférence de la série qui se tiendra le sur les dispositifs d'accompagnement pour répondre aux enjeux d'orientation et de parcours professionnel dans le cadre de la transition écologique. À la même heure, Sophie? À la même, alors je ne sais plus. C'est 14h30, 16h, hein, me semble-t-il. 14h30, 16h, je ne sais plus. Et aussi, alors je voulais ajouter que ce sujet de mise en visibilité soulève aussi la question des acteurs, du qui fait quoi, quelle structuration, notamment au niveau territorial, comment on identifie ces acteurs. Et donc, à ce sujet, je voulais évoquer l'étude de l'ADEME qui est actuellement en cours sur la cartographie des acteurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation, qui sera finalisée pour la dernière webconférence qui se tiendra le 3 décembre et qui portera sur l'essaimage des dialogues emploi-environnement dans les territoires, quelle structuration des acteurs au niveau des territoires pour répondre aux enjeux d'identification et d'observation des transformations de toute la chaîne de valeur, métiers, compétences, formation. Je vous laisse le mot de la fin. Oui, bah écoutez, parfait. 1000 excuses encore, hein, pour nos internautes connectés pour cette coupure. Donc, vous aurez le replay, les ressources sur les différents sites, hein, qui pourront être accessibles. On en a cité pas mal. Merci encore pour votre attention et merci beaucoup à nos 5 intervenants pour voilà, la densité et la richesse de leurs témoignages. Merci à vous.